Alors, on revient à Donald Trump, encore, parce que décidément, mais c'est lui qui vient nous chercher, hein, là en l'occurrence, directement la France, puisque regardez, on va découvrir ensemble ce qu'il dit sur son propre réseau social, le président américain. La chasse aux sorcières contre Marine Le Pen est un autre exemple de la façon dont la gauche européenne utilise la guerre juridique pour museler la liberté d'expression et censurer son adversaire politique, allant même jusqu'à l'emprisonner. C'est la même stratégie qui a été utilisée contre moi par un groupe de fous et de ratés, c'est Donald Trump, hein. Il l'arrête pour une accusation mineure dont elle ignorait probablement tout. Cela ressemble à une erreur de comptabilité, on parle des 4 millions d'euros détournés. Et pour terminer, voilà ce que conclut Donald Trump: c'est vraiment mauvais pour la France et le grand peuple français, quel que soit son camp, et en lettres capitales, libérer Marine Le Pen. Bon, bah là on est dans l'ingérence dans toute sa splendeur, totale, sans aucune protection, c'est... Voilà. En plus, il y a... tout est faux, quoi, là-dedans. Il dit n'importe quoi. J'entendais Philippot, l'ancien du Front National, dans une émission à laquelle je participais la semaine dernière, qui expliquait, face caméra donc, parce qu'on lui demandait: mais pourquoi vous n'êtes pas dans l'affaire, vous? Parce que vous étiez dans cette bande de députés européens avec les assistants parlementaires, vous n'avez pas été inquiété? Il dit: si, j'ai été interrogé par la police. Mais moi, je n'ai pas été inquiété parce que quand on a été élu, Marine Le Pen nous a fait signer un papier comme quoi c'était elle qui gérait l'argent des assistants parlementaires. Et moi, j'ai refusé de signer, donc j'ai pas été inquiété. Donc, quand Trump dit dont elle ignore tout, non, elle ignorait rien. Après, on peut juger comme on veut, c'est pas nous les juges. Bon, ils ont pris 4 millions d'argent public. Bon, chacun, avec sa morale, en tire des conclusions. Mais ça montre que Trump dit n'importe quoi. Et quand on dit n'importe quoi, quand on est un homme politique, on n'est plus dans la démocratie où l'homme politique doit dire sa vérité. On est dans une espèce de régime hybride où l'homme politique principal fait de la propagande. C'est des discours de propagande. Et c'est très emmerdant dans notre... C'est un deuil pour nous, les Européens, de voir... Non, mais c'est vrai. On perd un peu le grand frère, là. Les États-Unis font partie de nous. On est né avec une partie de notre cerveau américain, qu'on le veuille ou non, parce que les Américains... On a été biberonnés quand même les Européens ont fondé l'Amérique, et puis... enfin, etc. Donc, tout d'un coup, on a perdu quelque chose. C'est un vrai traumatisme intellectuel. Plus que politique. Bertrand Perrier, mais qu'est-ce qu'il cherche là, Donald Trump? C'est nous déstabiliser. Je trouve ça vraiment très intéressant, parce que ça me rappelle inévitablement, ça nous rappelle à tous l'image de la campagne de 2017 où Marine Le Pen poirote devant l'immeuble de Trump en espérant être reçue et en ne l'étant jamais. La Trump Tower. Et donc elle fait des photos en disant regardez, et puis en fait personne ne la reçoit. Et donc le monde change assez rapidement, alors que finalement au moment de son investiture, il invite Marion Maréchal et Éric Zemmour et il n'invite pas Marine Le Pen. Donc je trouve ça assez intéressant comme retournement dans l'alliance un peu naturelle, mais incongrue entre Trump et Le Pen. C'est une illustration de la détestation qu'il a pour les Européens et donc pour les Français, Donald Trump? Non, je pense que c'est une illustration de sa façon de voir la politique. Pour moi, c'est pas une ingérence. Que le président américain comment ce qui se passe en France. Nous, on a raison de commenter lorsqu'on n'est absolument pas d'accord sur ce qui se passe en Turquie, sur ce qui se passe en Corée du Nord, ce qui se passe aux États-Unis. Mais en revanche, ça dit tout de sa façon de voir la politique, et donc du coup aussi de la façon qu'a Marine Le Pen de voir la politique. Pour ces gens-là, ce qui importe, c'est le résultat. Peu importe la méthode. On peut tricher à partir du moment où on représente 40% des gens, et le succès sauve tout. Et on sait bien que chez Trump, cette idée d'enfreindre les lois, il s'en galvanise. Or, précisément, j'ai envie de dire à tous ceux qui disent aujourd'hui vraiment c'est trop sévère, Marine Le Pen, dans le fond, elle devrait pouvoir se présenter malgré le fait qu'elle ait été condamnée. Ça me rappelle ce que disaient certains démocrates en disant il faut laisser Trump se présenter dans tous les cas. Trump a triché pour l'élection de 2020. Ça a été démontré par le comité bipartisan de la Chambre des représentants américaine, par des républicains et des démocrates. Il a appelé dans les États pour avoir plus de voix, pour qu'on change les résultats. Quelqu'un qui trichera. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que Trump, aux États-Unis, quoi qu'on pense de sa politique, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, sur sa méthode de gouverner, il triche, il change les règles, il est en train de se comporter de manière autoritaire. Eh bien, de la même façon en France, on ne peut pas accepter qu'un dirigeant politique ait triché, ne s'en repente pas, et puisse se présenter
voilà, dans toute impunité devant le suffrage populaire. Isabelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a une vision totalement idéologique et qui reprend d'ailleurs, rappelez-vous, quand J.D. Vance est venu à Munich nous faire une leçon sur ce qu'était la démocratie. C'est-à-dire que tout ça est très pensé. Il s'adresse... Au fond, c'est pas à nous qui parle, c'est à sa base électorale MAGA, à qui il dit les fous et les ratés, donc au fond les puissants de ce monde, je les ai balayés. Et Marine Le Pen, les fous et les ratés, c'est pareil, c'est vous, c'est les énarques, c'est la technocratie, c'est la technostructure, c'est les juges. Elle les balayera et en fait le peuple reprendra la souveraineté, si vous voulez. Et c'est ça en fait qui est très très angoissant. C'est-à-dire moi ce qui m'angoisse quand vous, qui êtes ce que vous êtes et qui représentez ce que vous représentez. Mais vous serez balayé aussi, Isabelle Saporta. Dans la même. Non mais j'ai aucun problème là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que il se trouve que la rhétorique de ces gens. Là, je reprends, ma casquette de docteur en sciences politiques. La rhétorique de ces gens, c'est de dire il y a eux et vous. Et si vous dites la même chose, on s'en sortira pas. Donc, il y a un moment, il va quand même falloir arrêter de leur donner raison en finalement expliquant que c'est des menteurs, des machins, et en les montrant du doigt. Je pense que ça ne fonctionne pas. Non, et je pense que ça ne fonctionne pas non plus dans le rendu. Pardonnez-moi, juste, je finis sur le rendu effectivement de cette décision de justice, qui est sur le fond totalement incontestable. Vous avez raison. Il y a de l'argent détourné, c'est ahurissant, c'est un système, etc. C'est les leçons de morale qui vont avec. Et ça, c'est ce qui nous flingue, en fait. C'est-à-dire que je pense, par exemple, vous voyez qu'il ne peut y avoir une diagonale, Philippe Val, moi, là-dessus. On est totalement du côté de la justice, mais sauf que ces petites incises moralisatrices font que tous les complotistes s'enfournent dedans et disent... Vous voyez, c'est de la morale, vous voyez, c'est de la politique. Et ils ont raison. Mais attendez, donc il y a deux choses différentes, si je peux répondre, parce qu'il y a deux choses différentes. Rapidement. Il y a des individus, d'accord, qui ont triché. Ces individus, c'est Donald Trump aux États-Unis. Très bien. Il n'y a pas eu d'exécution provisoire aux États-Unis, il n'y a même pas eu de jugement. Regardez, on l'a laissé aller jusqu'au bout, et maintenant, il ne sera jamais. Mais il a eu tous les suffrages, voilà. suffrages populaires, mais bien sûr, les suffrages des grands électeurs. Il y a les partis, les idées, et il y a les personnes. Mais on ne peut pas arrêter les gens. J.D. Vance aurait pu se présenter aux États-Unis. D'autres personnes, Jordan Bardella, peuvent se présenter en France. Moi, je suis pour qu'on règle cette discussion sur la politique, sur ce qu'on veut, dans les urnes. Je suis d'accord avec vous, mais pas avec des tricheurs. J.D. Vance, que vous évoquez, qu'on écoute. En tête dans certains sondages et pour une accusation incroyablement mineure qui implique d'ailleurs son personnel, pas même Marine Le Pen elle-même, ils essaient de la jeter en prison et de l'exclure du scrutin. Ce n'est pas la démocratie. Et voilà, dit Isabelle Saporta, ce n'est pas la démocratie. Il y a l'idée en réalité d'une souveraineté absolue du peuple qui serait au-dessus de la loi. Et l'état de droit, précisément, c'est qu'au-dessus de nous tous, il y a la règle de droit. Mais surtout que le peuple s'en fiche. Tous les sondages montrent que ça n'a aucune influence sur le lecteur du Rassemblement national qui est prêt à voter pour Jordan Bardella. Donc arrêtons de nous faire croire qu'on prive certains électeurs de leur bulletin de vote. Eux-mêmes nous disent, mais pas de problème, on votera pour Jordan Bardella s'il le faut. Vous savez, c'est toujours... Ils sont à 2 ans d'une élection, on va pas être dans... Sur quoi vous basez-vous du coup Est-ce que ça peut être contre-productif à terme, ce soutien de Donald Trump à Marine Le Pen? C'est un soutien totalement toxique. C'est le baiser de la mort, quoi. Ah oui, c'est le truc dont on veut surtout pas. Je pense. Alors peut-être que pour des électeurs les plus radicaux, effectivement, mais les électeurs du Rassemblement national sont d'abord des patriotes. Et il y a chez eux une frange anti-américaine forte. Donc je suis pas sûr que c'est un soutien qu'elle veuille vraiment aujourd'hui et qui soit plutôt embarrassant qu'autre chose. Après, c'est intéressant de voir que les éléments de langage de J.D. Vance sont exactement ceux de la défense de Marine Le Pen. Marine Le Pen dit c'est une erreur administrative parce qu'on ne savait pas, selon les règles du Parlement européen, quel était le statut et quelles étaient les modalités de rémunération et les obligations contractuelles des assistants parlementaires. Donc elle parle d'erreur administrative et eux parlent d'erreur comptable. Donc ils ont absolument pris pour argent comptant, si je puis dire. Là, oui, vous pouvez. Là, c'est la journée des formules, on y est, voilà, depuis 9h ce matin. Ils ont pris pour argent comptant la défense de Marine Le Pen. Donc, il y a forcément une porosité, même lexicale, entre les Américains et la défense de Marine Le Pen. Illustration avec Jordan Bardella, le patron du RN, qui était l'invité de David Pujadas hier soir sur LCI, qui lui aussi dénonce une atteinte à la démocratie. Je suis à la tête d'un parti politique qui a gagné les élections législatives, 37% des voix au second tour des élections législatives. Encore une fois, il n'y a aucun parti dans aucune démocratie occidentale qui a atteint ce résultat et qui s'est retrouvé écarté de tout. Et le parti qui a fait 5%
les Républicains s'est retrouvé à la tête du pays. Donc la France est une démocratie malade, abîmée, où pour gouverner, il faut avoir perdu les élections, où on ferme des chaînes de télévision et où on neutralise sur le plan politique et judiciaire la favorite de l'élection présidentielle. Voilà, Philippe Val, on entend des deux côtés de l'Atlantique le même son de cloche. Bien sûr, le monde, ce n'est qu'une façon de dire le monde, disait Paul Valéry. Et je pense que c'est vraiment important de ça. On peut raconter une histoire de 36 façons différentes. Là, il la raconte de cette façon-là, mais on peut la raconter aussi d'une autre façon, parce qu'il y a des jeux d'alliance contre certaines idées à l'Assemblée nationale qui font des majorités relatives, mais des majorités contre les idées du Front National qui ne sont que 37%. On peut le dire aussi comme ça. Moi, je pense que les soutiens à Marine Le Pen ont été spontanément, ceux qui se sont spontanément exprimés, c'est le soutien de Poutine et le soutien de Trump. Est-ce que ce sont de bons soutiens aux yeux des Français ? Je n'en sais rien. À moins d'être biberonné à Russia Today, je pense que ce sont des soutiens plutôt toxiques. Du moins, j'espère qu'ils le sont. Moi, je voudrais réagir à la phrase de Jordan Bardella, parce que c'est typiquement l'amalgame. Parce qu'il a raison de dire qu'il y a un problème sur la démocratie. Il y a une crise démocratique, on le voit. Il y a dans l'ensemble de nous, Français, qui considèrent que finalement, ce que souhaitent les citoyens n'est pas pris en compte par le pouvoir politique. L'exemple encore de la réforme des retraites de Macron, qui soi-disant, il avait été élu sur cette réforme des retraites, alors qu'il a été élu sur plein d'autres sujets. Ça s'appuie sur quelque chose de très tangible. Donc il y a un vécu très réel. Et il faut réfléchir à notre démocratie. Et il faut réfléchir comment est-ce qu'on permet aux citoyens de s'exprimer plus régulièrement sur plus de sujets pour qu'il y ait un meilleur alignement entre ce qui est souhaité et ce qui est fait. Mais ça n'a rien à voir avec la condamnation de Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un, sur des règles qu'elle connaissait, et vous avez raison, Philippe Val, de rappeler qu'elle était au courant de tout, qu'elle faisait signer, que c'était un système organisé, et une fois de plus, qui portait sur 8 fois plus d'argent que ce qu'on rapproche au MoDem et qu'on reprochera peut-être demain à Jean-Luc Mélenchon. Oui. D'accord ? Donc c'est dans des proportions qui n'ont rien à voir. Eh bien ça, c'est de la triche. Or, si on veut réparer la démocratie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ne triche pas. Juste aussi pour dire une chose, c'est que les électeurs du Front National, comme les électeurs d'ailleurs d'autres partis, mais ils votent pour le Front National, non pas pour le corpus intégral des idées du Front National, pareil pour la France Insoumise, mais pour certaines choses qui les dérangent. Par exemple, ils votent contre les impôts, l'islamisme, c'est 2-3 thèmes comme ça. Mais c'est pas forcément pour un changement de société globale, ni pour un changement de régime politique. Si on faisait le tri à l'intérieur des électeurs du Front National, pour voir ceux qui sont vraiment, par exemple, des électeurs, disons, d'extrême droite, évidemment, on tombe de 37% sans doute à 8%. Parce que le reste est un vote de colère et de protestation contre des sujets précis. Des sujets de société précis qui posent des problèmes quotidiens aux Français. Par exemple, les impôts, la proximité de gens séparatistes, etc., dans les endroits où ils vivent, dans les banlieues où ils vivent, etc. C'est ça qui fait le vote. Ça n'est pas forcément un bouleversement des institutions qu'ils veulent. Alors, pour l'instant, donc Marine Le Pen ne peut pas se présenter, même si on sait la justice a très vite réagi. Il y aura un appel possible dans. Alors la Cour d'appel a fait un communiqué en expliquant que la décision serait rendue avant l'été 2026, et je crois même que si pour le voie il devait y avoir, la Cour de cassation s'est engagée à le juger avant le dépôt des candidatures. Et on sent d'ailleurs qu'ils sont un peu désemparés, parce que c'est vrai que la justice a été assez exemplaire, et je dois dire, en tant qu'avocat, alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit il y a un traitement de faveur. Je dirais oui, et c'est normal. C'est normal. Et c'est normal, compte tenu des enjeux démocratiques. Absolument. Et l'affaire à affaire extraordinaire, traitement extraordinaire. Je trouve normal, pardon, j'ai des confrères qui pensent l'inverse, que on ait fait passer cette affaire en priorité. On accélère l'audience. Elle concerne non pas une personne, mais potentiellement 11 millions de personnes. Et donc je trouve même que la justice se grandit et en quelque sorte démine tous les reproches qui pouvaient lui être faits en organisant un second procès et peut-être même un troisième pour permettre aux voies de recours d'être purgées et qu'on ne puisse pas lui imputer in fine. Alors après, ça raccourcit la campagne. Après, il y a un impact. Mais il est vrai
que la justice démine les reproches qui peuvent lui être faits en s'organisant et en bouleversant son organisation pour permettre ce calendrier effectivement particulier pour cette affaire. Mais on pourrait le voir comme si elle suivait aussi l'opinion, finalement, la justice, d'un sens. Non, moi, ce que je trouve dramatique avec... là-dessus, on sera pas du tout d'accord. Ce que je trouve dramatique avec cette exécution provisoire, c'est qu'au fond, ça va affaiblir toutes nos institutions. Vous avez raison, il n'y avait pas d'autre choix que d'accélérer la justice. Si ce n'est que, vous voyez, moi j'ai la chance de travailler dans une grande radio populaire qui s'appelle RTL, on a les auditeurs. Pourquoi ? Tous ils appellent en disant « Pourquoi la justice va-t-elle beaucoup plus vite pour certains justiciables qu'elle ne le va pour nous ?» Il y a l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle une question, la QPC, la prioritaire de constitutionnalité, parce que effectivement, se poser la question de quelle est la légitimité qui prime, effectivement, celle du rendu de justice ou finalement populaire. Donc, ils feront une QPC, ils vont le faire, et c'est possible qu'ils le fassent aussi. Et donc là, on a quoi ? On a Richard Ferrand qui a été nommé par Emmanuel Macron, et donc, quelle que soit la réponse que donnera le Conseil constitutionnel, on se dira, tiens, finalement, ils ont été partiaux. Donc, si vous voulez, moi, je trouve qu'on se retrouve dans un moment d'affaiblissement de notre démocratie déjà qui est énorme et de potentiel affaiblissement de nos institutions pour une élection qui est effectivement l'élection phare de la Ve République, c'est-à-dire l'élection de la présidentielle. Donc je trouve qu'on se retrouve dans un chaos qui me paraît très angoissant. Alors, on en revient à cette élection qui aura lieu dans 2 ans, avec ou sans Marine Le Pen, et cette question, si pas Marine Le Pen, qui, pour conduire le Rassemblement national, écoutez, encore une fois, Jordan Bardella. Vous avez rappelé depuis maintenant lundi la situation dans laquelle nous sommes, les étapes et les épreuves face auxquelles nous sommes confrontés et qui sont devant nous. Donc ma position, elle est très claire. Il n'y a pas de plan B parce que le plan A n'a pas encore été mené à son terme. Moi, je serai à ses côtés jusqu'au bout pour emprunter ce chemin aussi étroit soit-il. Ma loyauté à Marine, elle est totale. Elle sera totale. Et je suis à son service et je ferai ce qu'elle me demandera de faire. Bon, loyauté totale, on se souvient que Marine Le Pen, aux 20h de TF1 face à Gilles Boulot, avait dit oui, Jordan Bardella c'est un atout, mais c'est encore bien trop tôt pour le sortir. Comprendre, reste à ta place finalement. Et il y a une petite phrase qu'il a dite hier, parce que je vous ai regardé avec attention, que vous n'avez pas relevé, qui était pour l'instant, la page n'est pas tournée. Il l'a dit. Oui, donc il faut quand même faire attention. Oui, d'ailleurs, il dit on n'a pas encore été jusqu'au bout du plan A. Donc ça veut dire qu'on va y aller au bout du plan A. Oui. Et c'est vrai que vous avez raison. Ce qui était extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils nous ont quand même vendu tous les deux que c'était un ticket extraordinaire, qu'ils allaient travailler main dans la main et que c'était fait. Elle lui a mis, pardonnez-moi cette trivialité, des taquets là ces derniers jours qui sont extraordinaires. Vous avez raison de rappeler chez Gilles Boulot, chez nos confrères du Parisien, pareil en disant c'est une relation intuitu, personnelle entre moi et le peuple, ça fait 25 ans que je la forge, genre tout doux bijou, t'es pas encore tout à fait à la hauteur. Donc, de toute façon, ce qui est assez extraordinaire là-dedans, c'est qu'on voit sous nos yeux l'implosion future, je pense, effectivement, de ce camp-là. Je ne vois pas. Est-ce qu'on imagine Tanguy, Chenu, tout ça, partir derrière d'un seul homme, derrière Bardella? Moi, j'en suis pas sûre. Est-ce que ça va pas? Il va pas y avoir non plus des gens qui vont avoir envie de se présenter. Est-ce que Alliot n'aura pas envie de se présenter? Vous voyez, je veux dire, c'est quand même un très jeune homme, Bardella. Là aussi, c'est la grande incertitude. Oui, et puis les partis politiques sont des bassins. C'est pas simplement le Front National. Non, c'est vrai au PS, on le voit. D'ailleurs, il reste plus que Fort maintenant. Donc ils sont tous mangés entre eux pratiquement. Donc c'est vrai au PS. Là, on voit au PR avec aussi Retailleau et Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Donc il y a des clans, ils se mangent entre eux. Et là, évidemment, Isabelle a raison. C'est les piranhas. Et le meilleur, le plus gros piranha va gagner, ou le plus jeune ou le plus fort. Enfin, en tous les cas, de toute façon, il y a déjà une guerre de succession qui est ouverte, larvée, sous couvert de grande courtoisie politesse, qui n'en est pas moins féroce. Non, mais et mortelle. Je trouve que c'est fascinant l'articulation du calendrier politique et du calendrier judiciaire. Parce que là, on est suspendu à la décision d'appel. Alors, est-ce qu'ils voudront attendre cette décision ou pas? Parce que plus on attend, plus le calendrier politique, lui, s'accélère. Donc la situation judiciaire, elle est figée jusqu'à juin 2026. Il ne se passera rien. La situation là, quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude. Il y a au moins une certitude. Il n'y a pas d'arrêt d'exécution provisoire, il n'y a pas de QPC possible. Jusqu'en juin 2026, le calendrier judiciaire se joue et la situation de Marine Le Pen du point de vue judiciaire ne se modifie pas. Est-ce qu'on attend cela ou est-ce que déjà on active quelque chose avant et puis après, au vu de la décision de la Cour d'appel,
elle, de deux choses l'une. Soit elle est condamnée avec ou sans exécution provisoire, c'est plus technique, mais est-ce qu'elle se présente en dépit de cette condamnation, ou est-ce que de toute façon elle est empêchée, et comment ça se passe à ce moment-là? Donc vraiment, est-ce qu'il y a l'exigence qu'elle fasse un pourvoi en cassation? Enfin, jusqu'à quand le calendrier politique peut attendre le calendrier judiciaire? C'est vraiment une question passionnante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que personne n'a l'air d'envisager, d'interroger les militants et les adhérents du RN eux-mêmes. C'est-à-dire tout ça a l'air d'être discuté dans un tout petit cénacle entre Marine Le Pen et Jean. Et c'est pas, effectivement, c'est pas le genre de la maison. Et là aussi, pour renouveler la démocratie, un parti où je vous rappelle que Marine Le Pen avait dit un jour, vous savez, la tradition du RN, c'est le gouvernement par le siège, pour le siège et par du siège pour le siège et par le siège. C'est extrêmement centralisé. Alors qu'au même moment, on dit, mais vous inquiétez pas, on fera plein de référendums. Bon, que pensent les militants du RN? Que pensent les adhérents? Parce que ça pose une question à ce parti, comment il s'organise pour 2027? Est-ce qu'ils attendent effectivement, comme il dit, la fin du plan A, les recours? Est-ce donc ils vont se décider au dernier moment? Est-ce qu'ils peuvent, de manière préemptive, par un vote, peut-être qu'il faut le moment de remettre en jeu le mandat de président du Rassemblement national pour ce qu'on en désigne un nouveau ou qu'on le confirme pour qu'il porte cette candidature. C'est ce que font d'autres partis, pas tous, c'est ce que font d'autres partis, et je pense que c'est ça aussi la démocratie. Moi, je ne suis pas sûr que les primaires, par exemple, soient de bonnes choses. Mais enfin bref, je pense que les partis doivent être assez grands pour définir. Mais je pense que les primaires sont de très bonnes choses. Et c'est pas parce qu'il y a eu... En France, c'est inutile. Aux États-Unis, ça a tout son sens, parce que sinon, on ne labourerait pas les terres peu peuplées. Mais en France, ça n'a pas de sens. Les primaires, ça ne fait sortir que le médiocre, pratiquement. Il y a des cas où ça a fonctionné, des cas où ça n'a pas fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. À part François Hollande, dans quel cas ça a fonctionné? Mais dans l'autre cas, quel cas ça n'a pas fonctionné, c'est avec François Fillon. Benoît Hamon, merveille. Ça fait sortir. Le but d'une primaire, c'est pas un instrument pour gagner, c'est un instrument démocratique pour faire émerger qu'est-ce qu'on veut représenter comme courant politique. Si ce courant politique après, il est minoritaire. L'esprit de la cinquième, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça parce que vous connaissez ça sans doute beaucoup mieux que moi. L'esprit de la cinquième, c'est le premier tour qui sert à ça. Non, mais bien sûr, mais si Benoît Hamon a eu le résultat qu'il a eu à l'élection présidentielle, c'est que ce qui restait du Parti socialiste, cette position idéologique-là, elle était très minoritaire. Parce qu'il y avait Emmanuel Macron, pour incarner une position. Donc voilà, on ne va pas refaire l'élection. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas voulu faire la primaire? Et ce sera le dernier mot. Parce qu'il sait qu'il aurait été flingué par la primaire. Mais la primaire de quoi? Parce qu'il était hors parti. En tout cas, pour l'instant, et je reprends les mots de Jordan Bardella, pour l'instant, ma loyauté est totale à Marine Le Pen, c'est ce qu'il dit. On verra ce que ça donne dans 1 an et dans 2 ans. Oui, plus tard, l'échiquier est figé. L'échiquier est figé, mais l'ordinateur continue à calculer d'ici là le coup prochain. Merci.